Je vous proposais de faire un petit point sur ce que c'est la rééducation auditive, notamment avec un implant cochléaire. On va essayer de voir un petit peu comment on construit un programme de rééducation auditive. Entendre, ça va avoir plusieurs fonctions. On a parlé beaucoup de comprendre, et ça va être vraiment les souhaits premiers finalement des patients. Mais l'audition, elle nous sert aussi à anticiper. Et notamment, j'entends des bruits de pas dans l'escalier, je sais que c'est des bruits de pas dans un escalier, donc il y a quelqu'un qui va arriver. Et je ne vais pas être surpris de voir quelqu'un qui va arriver dans mon dos, dans la pièce, ou voilà, je suis dans la rue et je vais entendre une voiture qui arrive et je vais pas être justement tout le temps en alerte visuelle et je vais pouvoir anticiper les événements qui vont m'arriver. Et puis, je vais pouvoir comprendre des choses de plus en plus longues et de plus en plus complexes à un niveau linguistique. Donc, de l'enfant qui reconnaît son prénom jusqu'à finalement une description beaucoup plus précise. Regarde là-haut, le perroquet dont le bec est rouge. Il va nous falloir pas mal d'éléments de compréhension pour pouvoir accéder au message, avec comme entrée principale une entrée auditive. Alors, très schématiquement, pareil, on en a parlé, oui, il va falloir entendre et il va falloir comprendre. Et il y a toute l'audition périphérique qui intervient, mais il y a aussi une partie centrale. Et du coup, comment les informations arrivent jusqu'à notre cerveau et comment notre cerveau arrive à traiter les informations acoustiques. Donc, si très très schématiquement, on va avoir une partie vraiment qui va conduire l'information, qui va nous permettre d'entendre. Et ensuite, la partie traitement qui va être la partie compréhension. Toujours très schématiquement, en gros, vous permettre d'entendre, ça va être le rôle à la fois de l'opération qui va permettre la pose de l'implant et du régleur qui va avoir comme mission de chercher en tout cas à vous redonner une dynamique auditive qui soit la plus large possible pour qu'elle puisse être fonctionnelle. Et ensuite intervient le rôle de l'orthophoniste pour finalement permettre l'analyse des différents signaux qui vous sont permis de percevoir maintenant. Si on n'a jamais entendu, ou si au contraire on a déjà eu des stimulations auditives, ça ne va pas être exactement le même travail. Même si dans la forme ça va pouvoir se ressembler, il va y avoir des considérations qui vont être un petit peu différentes. Donc, si on n'a jamais entendu, finalement on ne va pas être dans une forme de rééducation, on va être vraiment dans l'éducation, du coup notamment chez les enfants, vraiment dans une forme d'éducation auditive, de découverte de ce monde auditif et des compétences audio-phonologiques et audio-phonatoires. Si on a déjà entendu, là on va être vraiment dans une rééducation parce qu'il va falloir créer des nouveaux repères, trouver des nouveaux repères auditifs. Et c'est un petit peu déstabilisant. Je sais justement comment j'entendais avant, je ne sais pas comment je vais à nouveau entendre. Et en tout cas, l'important, c'est pas tellement comment, mais c'est pourquoi, qu'est-ce que ça va me permettre et quels repères je vais être capable finalement de recréer pour que ce soit fonctionnel. Donc là, je vous ai remis dans quel cadre intervient l'orthophonie, c'est réglementé, et donc du coup, il y a les deux cas de figure qui apparaissent dans le décret de compétences. Très schématiquement, par exemple, vous avez les audiogrammes qu'on vous a montré tout à l'heure, et en gros, toute la zone qui est rouge, c'est ce que le patient ne peut pas percevoir, donc avec ou sans prothèse, et en tout cas des situations qui peuvent mener à une décision d'implantation cochléaire. Donc, il va entendre un camion ou un autobus qui arrive, mais pas du tout les oiseaux, et tous les sons de la parole qui vont être très difficiles, qui vont pas être accessibles. Et dans ce cas-là, même avec la prothèse, les sons de parole qui sont pas accessibles. Qui est cette espèce de grande banane bleue, où toutes les fréquences à peu près des sons de la parole sont réparties à cet endroit-là. Avec un implant, on va essayer de recréer une dynamique auditive et du coup de rendre accessibles notamment ces sons de parole et d'autres bruits. On a vu le piano, la musique dont on a parlé. Et voilà, maintenant qu'on est passé de finalement peu de signaux à beaucoup plus de signaux, il va falloir qu'on parte à la découverte de ces nouveaux stimuli auditifs. Et donc ça va être, on va vous adresser, le médecin vous prescrit une implantation cochléaire et des séances de rééducation orthophonique, c'est un couple, quoi. Ça va vraiment ensemble. Les différents stades du traitement auditif qui vont être ceux qu'on va observer pendant les séances et la progression qu'on va chercher à avoir, vous accompagner en tout cas dans cette progression de découverte des sons.
Donc au tout début, d'abord ça va être vraiment de la vigilance. Donc vous avez l'implant et vous allez vous apercevoir, sans forcément écouter, qu'il y a certaines stimulations qui vous sont maintenant accessibles, sans forcément savoir ce que c'est. Ah, il y a quelque chose. Vous allez être justement en train de chercher qu'est-ce que ça peut être, de faire des nouvelles découvertes. Ensuite, on va avoir un stade de détection. Là, on se met en situation où on est prêt à écouter et du coup, on est prêt à détecter le moindre bruit. Et donc, notamment, des bruits de plus en plus faibles ou des bruits auxquels on ne prêtait pas attention. On progresse vers de la discrimination, c'est-à-dire être capable de comparer deux éléments. C'est un stade assez important parce que ça va vraiment guider notamment les réglages de l'implant ou la rééducation orthophonique. Voilà, les deux sont complémentaires et comment finalement on va pouvoir au mieux vous aider. Donc, est-ce que c'est possible de déterminer que deux éléments différents le sont? Ou deux éléments identiques, être certain que du coup on a la même perception. Le stade suivant, c'est le stade d'identification. On a parlé tout à l'heure de liste. Donc on a une liste qui est finie, on appelle une liste fermée, qui est plus ou moins grande, on va y revenir. Et du coup, c'est être capable de déterminer quel est le signal que j'ai entendu. Donc de savoir identifier dans cette liste. Et enfin, et c'est ce qu'on cherche à atteindre, c'est la reconnaissance. Et donc là, c'est dans la vie courante, dans une liste qui est infinie, se dire oui, je sais reconnaître le repère que j'ai déjà travaillé, ça correspond à tel signal. Alors, on va le faire à un niveau des bruits. On va reprendre vraiment toute cette progression au niveau des bruits. Donc, ça va être du matériel qui n'est pas verbal, donc pas encore des mots, même si on a vu que souvent, c'est vraiment la compréhension qu'on a envie de travailler. C'est quand même important, on va y revenir juste après. Donc, c'est ce que vous faites, par exemple, quand vous venez à l'hôpital. Alors, s'il y en a certains qui viennent avec leurs enfants, ils nous voient tout le temps avec notre tambourin, nos clochettes, etc. Est-ce que, du coup, l'enfant qui est en train de jouer, il va s'arrêter pour justement venir essayer de découvrir, oui, j'ai entendu un truc, et venir la curiosité finalement auditive. On peut le faire avec des bruits d'animaux, des bruits de véhicules, des bruits qui vont être enregistrés, voilà, différentes situations de détection. Et c'est notamment ce qu'on demande aux enfants quand on leur fait empiler des cubes. On met souvent le cube à l'oreille et est-ce que du coup il est en situation d'écoute et il va devoir nous signaler que là j'ai entendu le bruit et il nous le signale en empilant un cube. En séance, ça peut être travaillé avec des activités motrices. À chaque fois que j'entends tel signal, je vais sauter dans le cerceau suivant, etc. Ou chez les adultes, quand même, de façon beaucoup plus simple, nous signaler oui, c'est bon, là j'ai entendu. Si on passe le stade d'au-dessus, ce serait être capable de discriminer, donc dire si c'est pareil ou si c'est pas pareil, de bruits qu'on va entendre de façon séquentielle. Donc, par exemple, je tape tout doucement sur un tambour ou au contraire, je tape très fort. Est-ce que j'ai la même note, on va dire, sur ce tambour, mais avec une sensation d'intensité qui va être différente? On va pouvoir le faire sur tous les différents paramètres acoustiques, tous les différents paramètres sonores. Je vous ai mis plusieurs exemples, avec l'idée qu'on va travailler du plus différent jusqu'au plus proche. Donc si je tape très fort sur mon tambour ou tout doucement, vous allez me dire, bien sûr, c'est différent. Par contre, si j'ai deux intensités qui vont être beaucoup plus minimes et beaucoup plus proches, est-ce qu'on va encore avoir la capacité de dire, oui, c'est différent? C'est un effort d'écoute, et on en parlait aussi tout à l'heure de la fatigabilité. Mais du coup, plus on s'entraîne, moins on est fatigué. C'est un petit peu l'idée. Donc pareil, sur la hauteur, sur la durée, donc on entend des bruits de pas pendant longtemps ou au contraire des bruits de pas très courts, est-ce que j'ai entendu le même temps ou pas, et finalement être capable d'analyser chaque critère. Alors au niveau de l'identification, on va partir du coup de listes fermées, de listes très simples, et finalement au départ on part de deux éléments, donc qui peuvent être deux éléments musicaux, deux éléments de bruit, etc., jusqu'à des scènes beaucoup plus ouvertes, et du coup des listes qu'on pourrait appeler semi-fermées. Voilà, vous avez cette scène imagée de la ville, et il va y avoir un bruit, à vous de déterminer ce que peut être ce bruit. Donc peut-être un bruit d'un bar, et il va falloir aller trouver où est le bar, ou le bus qui démarre, etc. Et du coup être capable d'identifier quel a été ce bruit, que souvent on a déjà vu dans les étapes précédentes, et finalement on va agrandir le mode de présentation.
jusqu'à la reconnaissance. Donc c'est un bruit isolé qui intervient voilà, de façon non attendue et qu'on va être capable de retrouver le repère auditif qu'on a déjà construit, ou alors un enchaînement de sons. Et donc ça peut être aussi travaillé en séance. Donc par exemple, on entend un bruit de route, arrive un crissement de pneus, un bruit de klaxon, vous savez tous les déterminer les uns après les autres, et une personne qui crie. Et du coup, à votre avis, à quelle scène ça va faire référence, et du coup, voilà, dans quel contexte on va se situer, et du coup, être capable, avec l'écoute de ces bruits, d'inférer, ça veut dire de deviner tout ce qu'on n'a pas forcément vu ou auquel on ne s'attendait pas, se dire quelle a été la situation. Donc voilà, toute cette progression-là qu'on va faire au niveau des bruits. Et ensuite, on va faire le même travail. Alors je dis ensuite, mais ça peut être fait vraiment au sein d'une même séance. Enfin, c'est pas, on ne fait pas 3 quarts d'heure vraiment sur ça, et puis après on fera 3 quarts d'heure sur autre chose. On va faire un peu le même schéma, avec du coup cette fois des sons de parole et du matériel qui va être verbal, donc des sons, des mots, des phrases. Et avec le même processus, est-ce que j'ai une attention auditive? Est-ce que je vais être capable de discriminer des signaux verbaux? Est-ce que je vais être capable de les identifier, de les reconnaître? Et le but, c'est quand même d'arriver à la compréhension. Et quelque part, je peux répéter, et j'ai ma boucle audio-olfactoire qui s'active sans forcément comprendre, ce qui va être déjà une bonne entrée, mais il va falloir aussi aller créer des liens de sens, et du coup, pour arriver à de la compréhension. Donc de sens, de culture, enfin voilà, beaucoup d'éléments linguistiques qui vont s'ajouter et qui, notamment chez le petit enfant, vont être vraiment l'enjeu de développer les deux côtés en parallèle, le fait d'entraîner les capacités auditives et de créer ces liens. Voilà, ce que j'entends, ça représente aussi quelque chose. Et ce chien-là et tous les autres chiens vont s'appeler la grande catégorie chien, etc. Bon, après, comme chez les petits-enfants qui créent justement ces différentes catégories, mais avec un besoin d'être exposé assez fréquemment à la langue chez l'enfant sourd. Et du coup, que la rééducation propose d'accompagner. Donc à nouveau, on va avoir des stades de détection. Est-ce que si je fais juste un son, ou est-ce que c'est possible pour vous de l'entendre ou pas, à différentes intensités, etc. Pareil, s'il y a un son qui n'est pas du tout perceptible, peut-être que le réglage suivant pourra voir s'il y a quelque chose qui va le rendre accessible. Différents mots, enfin voilà. On va faire pareil au niveau de la discrimination. Encore une fois, on va reprendre les différents paramètres du son, mais aussi voilà, une analyse phonétique. Est-ce que si je vous dis chapeau et bateau, est-ce que vous entendez bien des choses différentes ou est-ce que vous entendez la même chose? Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire notamment dans les bilans quand vous venez à l'hôpital pour justement essayer de guider. Enfin, voilà. Est-ce que c'est possible pour vous d'entendre cette différence? Et donc il va falloir ensuite, avec votre orthophoniste, travailler l'étape d'au-dessus pour être sûr de les identifier de façon beaucoup plus stable. Ou est-ce que vous n'entendez pas du tout la différence? Et est-ce que dans les réglages de l'implant, il y a des choses qu'on va pouvoir modifier pour vous permettre d'entendre justement cette différence? Des choses qui restent parfois compliquées, notamment parce que temporellement, ça va assez vite. Là, par exemple, je me dépêche un peu de parler parce qu'on est un peu court sur le temps. Peut-être que du coup, tout n'est pas forcément accessible. Et notamment, si je vous dis « je viens à la gare » ou « je viens de la gare », eh bien, y a deux mots qui sont différents, qui ne vont pas du tout induire la même idée, mais qui, dans le flot de parole, eh bien, est-ce que vous avez réussi à discriminer qu'il y a ce déterminant qui change et qui, du coup, va modifier justement le sens vraiment du message. Voilà, un travail sur les intonations. Est-ce que j'entends que la phrase n'a pas été dite de la même façon? Si on passe du coup au stade de l'identification, on va pouvoir trouver exactement la même chose, sauf que cette fois, on ne va plus vous demander si c'est pareil ou pas pareil, on va vous demander d'être sûr lequel de cette liste vous avez entendu. En liste très courte, jusqu'à des listes plus complexes. Je vous ai mis un petit exemple pour les enfants. Souvent, les listes qui sont prises un peu d'emblée, c'est les prénoms de la famille, par exemple, donc des choses auxquelles ils sont exposés très souvent et qui sont
un peu nécessaires dans leur quotidien. Une liste plus ou moins grande de noms d'animaux, par exemple, et à savoir du coup associer la forme auditive à une forme sémantique, donc être sûr du sens de ce qu'on a entendu, vers des choses qui deviennent de plus en plus compliquées. Je vous ai remis la même scène et par exemple demander, il va falloir trouver un immeuble de 3 étages. Et du coup, prendre les différents éléments et être capable d'identifier dans cette liste qui reste fermée, mais avec beaucoup plus de possibilités. Et on revient sur les côtés un petit peu discrimination. Est-ce que parmi la liste château, bateau, radeau, poteau, chameau, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir identifier le mot gâteau avec cette liste plus ou moins grande que je vous ai fournie? Pour arriver vers de la reconnaissance, où là on rejoint vraiment la compréhension de la langue, avec des choses, il va falloir, pour apprendre des nouveaux mots notamment, il va falloir pouvoir accéder à ce stade. Et si quelqu'un se présente à vous, essayez de pouvoir, en tout cas, reconnaître l'ensemble des sons qui composent le mot pour être sûr du nom de cette personne. Pour les enfants, aller vers des choses de plus en plus complexes, avec des scènes un peu ouvertes, là, il va falloir trouver le canard ou les canards. Du coup, il n'y a plus forcément d'indice. Je ne vais pas mettre une photo avec un seul canard et une photo avec plusieurs canards, mais dans cette scène-là, est-ce que c'est possible que justement ça fasse sens et qu'on soit sûr de le trouver? Ou placer les moutons blancs dans l'enclos derrière la maison de 3 étages. Donc gérer beaucoup plus d'informations, à la fois les mots, mais à la fois l'agencement des mots pour que justement ça puisse faire sens. Et on va repartir sur encore des mots qui vont pouvoir se ressembler, qu'on n'a peut-être jamais entendus. Et si je vous demande, est-ce que vous pouvez repérer, vous connaissez le mot taxi et peut-être pas le mot ataxie, eh bien, est-ce que justement vous avez les capacités de discriminer que ça n'a pas été la même chose? Vous avez les capacités de dire, ce mot-là, je le connais, mais lui, il ne ressemble pas, donc c'est un autre. Et il y a tel et tel phonème que je suis capable de reconnaître, donc je suis capable d'accéder à ce nouveau mot et potentiellement de demander son sens. Alors, on en a déjà pas mal parlé. Ça, c'était le travail, finalement, de façon assez directe. Donc, on a travaillé les bruits, on a travaillé l'écoute de la parole, et l'écoute de la parole de façon indirecte. Quand on est dans le bureau avec l'orthophoniste, que c'est calme autour et qu'on est en face à face, finalement, voilà, on arrive à progresser. Puis, on reprend sa voiture et puis là, on dit je comprends plus rien à ce que ma fille me dit, ce qui est quand même assez embêtant. Donc tout ça, ça peut s'entraîner aussi au sein des séances. À travers des enregistrements justement de journaux télévisés, à travers des annonces de magasins, des annonces de gares qui sont et on va pouvoir repasser vraiment par les mêmes stades. Est-ce que dans ce milieu bruyant, vous avez entendu qu'il y a 2 phrases différentes qui ont été dites? Ok, vous entendez que c'est pas la même chose. Est-ce que vous savez maintenant identifier quelle est la phrase qui a été dite? Bien, maintenant je ne vous donne plus du tout d'indices et c'est une nouvelle phrase qui va être générée. Est-ce que ça va être possible justement d'aller comprendre cette phrase dans ce contexte et petit à petit de faire changer l'ambiance sonore? Pareil avec des paroles de musique connues jusqu'à des paroles qui vont être justement à découvrir. Et souvent, selon le temps de privation d'audition aussi, il y a un temps de privation de musique et de musique à redécouvrir et qui peut être un travail plutôt plaisant à faire en étant accompagné. Et pour arriver à l'écoute de la parole dans le bruit, d'où l'importance d'avoir travaillé justement l'identification et la reconnaissance de bruit en parallèle de l'identification et de la reconnaissance de la parole. Parce que finalement, on va avoir besoin de combiner les deux. Si je sais déjà repérer quel est ce son, potentiellement, je vais quand même plus facilement me dire « Ok, ça, je sais ce que c'est, donc je vais pouvoir me concentrer sur la parole. » Et là, on rejoint, finalement, entendant ou sourd implanté, on est un petit peu dans des situations pas faciles, fatigantes. Et effectivement, si vous sortez dans un bar, que vous ayez un implant ou pas, et que de toute façon, vous allez ressortir fatigué parce que vous allez être tout le temps en train de chercher ce que l'autre personne a cherché à vous dire. On va pouvoir du coup progresser dans ces milieux bruyants, partir de milieux bruyants où il n'y a pas d'autres sons de voix, et donc partir avec de la musique qu'on va mettre plus ou moins fort,
voilà, le rapport signal-bruit dont on a parlé tout à l'heure dans l'entraînement de Mika. Si on a un sonomètre dans son cabinet, on va pouvoir essayer de gérer un petit peu ce rapport. Donc des milieux où il n'y a pas d'autres paroles, jusqu'à des milieux où il y a des paroles qui sont plus ou moins entendables. Et presque, j'ai envie de dire, on peut aussi créer des groupes et faire... voilà, il y a l'auto-entraînement qui va venir en complément. Et potentiellement, si on a l'impression d'avoir atteint un plafond, de faire des séances de groupe, ça peut aussi être quelque chose de motivant et de se dire, voilà, l'orthophoniste, elle organise un groupe de 3 ou 4 personnes et finalement, il y en a un qui va être en exercice pendant que les 3 autres, leur consigne, ça va être justement de parler pour recréer une situation où on est en confiance. Et pourtant, ça va mimer quand même une situation à laquelle on est confronté dans la vie quotidienne. Pour reprendre confiance vis-à-vis de personnes qui connaissent les mêmes difficultés que nous, qui du coup vont pas être jugeants, etc. Enfin, voilà, vous connaissez ça mieux que moi, mais ça va être quelque chose vraiment des initiatives qui sont complètement possibles à envisager. L'analyse spatiale qui va aussi pouvoir être travaillée du coup dans le bureau de l'orthophoniste en fonction évidemment de votre réhabilitation auditive. Toujours pareil, avec différents stimulés, dans différents milieux, avec des choses qui vont se cumuler, qui vont être simples, puis finalement de plus en plus de bruits qui vont arriver. L'éducation, la rééducation auditive, vous avez vu qu'elle doit suivre vraiment une progression. On a envie d'aller directement vers de la reconnaissance, mais des fois on est frustré de ne pas y arriver. Et si on ne passe pas par les autres étapes, l'entraînement ne va pas être complet et finalement on va rester sur ça, j'arrive pas à le faire. Ok. C'est parfois difficile pour les patients d'accepter finalement de revenir à un stade « oui, bon, c'est pareil, c'est pas pareil, c'est bon, je suis pas un bébé, quoi ». Donc il y a vraiment des patients qui se sentent infantilisés de faire ça. Néanmoins, c'est la première étape. Si déjà on n'entend pas que c'est différent, on ne pourra pas savoir ce que c'est. Donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse s'en assurer. Évidemment, je vous en parle dans un cadre de séance d'orthophonie, mais ça ne se limite vraiment pas à ces séances-là, qui sont 2 à 3 fois par semaine. L'ensemble de votre environnement est stimulant. Et du coup, plus vous êtes dans votre environnement et plus vous continuez de vous entraîner. Il y a, ce qui est sûr, du coup, c'est que l'entraînement régulier permet d'automatiser. D'où aussi les propositions qui sont faites d'auto-entraînement en plus des séances chez votre orthophoniste, pour en tout cas vous apporter un confort au quotidien. Plus vous êtes fixé, voilà, là il y a 3/4 d'heure où je suis vraiment concentrée et oui, je ressors fatiguée. Il y a beaucoup de patients qui vont faire la sieste en sortant des séances d'orthophonie. Je suis fatiguée, mais en tout cas, peut-être que petit à petit, ça m'apporte un confort pour oser retourner au dîner de famille auquel j'osais plus aller parce que finalement c'était ok possible, mais tellement fatigant qu'au bout d'1 heure, de toute façon, je partais de la fête. Bon, déjà 1 heure, c'est déjà un progrès. Et puis la fois d'après, on dira, ok, on peut remettre un petit fond musical. Et voilà, petit à petit. Et tout ça, c'est à la fois continuer votre vie sociale, mais continuer votre entraînement auditif aussi, d'être confronté à ces situations. Tout cet entraînement, c'est vraiment un prérequis nécessaire pour le développement d'une langue orale de l'enfant sourd. Et évidemment, dans votre quotidien, il y a une multimodalité qui va venir en plus. Et du coup, tous les indices visuels que vous allez pouvoir avoir qui vont aussi compléter, et notamment dans des situations où vous n'avez pas pu tout percevoir, ça complète, mais du coup, ça continue d'envoyer une information quand même auditive qui continue d'être traitée et qui, du coup, constitue encore une fois un entraînement. Voilà. Merci pour votre attention.